Bonjour à tous. Loïc Chapacher, je suis le fondateur et l'un des deux cofondateurs et CEO de Collect Online. On va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. On va démarrer d'ici une minute ou deux. Donc, on est en train d'attendre un tout petit peu parce que les gens qui passent par LinkedIn accèdent au lien et sont en train de s'enregistrer et de se connecter en dernière minute. Bonjour Stéphane Leclerc, bonjour Dominique. Donc surtout, il ne faudra pas hésiter à poser les questions dans le chat. Donc on va les lire et on y répondra à la fin. Donc l'idée, c'est qu'on ait 20-25 minutes de présentation des membres de l'équipe, de la vision du projet et de rentrer un peu plus dans les détails sur le fonctionnement de notre levée de fonds. Et il y aura un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on a des participants qui se connectent. Ouais. Voilà, tout le monde est en train de se connecter. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez déjà en tête sur le chat. On va les regarder, on essaiera d'y répondre un maximum. Après, on peut commencer, je pense, à se présenter. Ça fera venir les retardataires. Laurent, tu nous mets le premier slide, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Loïc Chapacher. Donc, je suis le CEO et cofondateur de Collect Online. Donc, dans ma vie d'avant, j'étais ingénieur informaticien. Donc, j'ai travaillé en tant que développeur, testeur. À la fin, j'étais plutôt product owner, responsable d'application. Et je suis également un grand collectionneur, amateur de monnaie antique, de monnaie romaine depuis ma plus jeune enfance. J'ai fait un grand écart des monnaies romaines vers la crypto-monnaie autour de 2015 en découvrant cet écosystème bouillonnant inhérent à l'univers crypto, Web3, Metaverse, NFT. Ses compétences professionnelles, cet intérêt pour la crypto et mon intérêt pour la collection, c'est vraiment les trois fondations de Collect Online. Donc là, je vais passer la parole à Julien. Julien. Bien enchanté. Donc, moi, je suis Julien Quentin. Je suis le CTO et cofondateur de Collect Online. Je suis bientôt architecte depuis 10 ans, spécialiste dans les technologies Microsoft et maintenant dans les technologies Metaverse. J'ai voyagé à travers le monde pour faire mon expérience et ça fait bientôt 2 ans que Loïc et moi avons fondé Collect Online. On va passer à Laurent. Bonjour à tous, donc Laurent Guilbert, moi je suis le vieux de l'équipe puisque je suis dans la partie web depuis le tout début, depuis les années 95. J'ai été à la tête d'une des plus grosses agences de création de sites internet il y a de cela maintenant quelques années. Et je suis aussi un grand amateur d'objets d'art africains, d'où ma présence aussi ici. Et là on va passer à Christine qui est juste à côté de vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Christine Brochet. J'ai plus de 28 ans dans le marketing opérationnel, dans le secteur technologique et supply chain. J'ai travaillé pour une société internationale pendant plus de 28 ans. C'est toujours dur à dire. J'ai eu la chance de structurer des événements sur plusieurs continents.
ce qui apporte, j'espère aujourd'hui, à Collect Online un portfolio international de partenaires, d'agences, de suppliers que nous transformons en clients sur nos espaces aussi bien musées et Métamol, que nous verrons un petit peu plus tard, je pense. Donc, j'ai créé beaucoup d'événements corporate, ce que l'on essaie de faire aujourd'hui sur Decentraland. J'ai aussi pu concilier ma passion d'art contemporain en amenant aussi des artistes, des maisons de vente, des ingénieurs culturels à nous rejoindre dans cette belle aventure qui est Collect Online. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous sur ce webinaire. Et ça y est. Ok, on va passer à ma présentation. Donc, moi, c'est Laetitia. Donc, je suis architecte de formation. J'étais prof en design à l'Académie libanaise des beaux-arts. Et j'ai intégré l'équipe un petit peu en tant que content manager. Donc, je fais de la création de contenu, du graphisme, de la rédaction d'articles. Et mes compétences en architecture ont été bien pratiques ces derniers temps parce que là, on est vraiment sur la modélisation 3D de galeries virtuelles dans le métaverse. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Et là, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie, donc expliquer un petit peu ce qu'est Collect Online, la partie historique et un petit peu nos projets futurs. Ok, bah, du coup, pour enchaîner sur qu'est-ce qu'est Collect Online, donc on va le découper en deux micro-présentations. Donc, présenter tout d'abord ce qui était notre activité historique. Donc, Collect Online, c'est une société qui a été créée en juin 2020 en tant que solution d'inventaire, de gestion, de partage d'objets d'art et de collection. Donc, concrètement, ça permet à des collectionneurs de venir inventarier leurs œuvres d'art, leurs objets de collection, et depuis quelques temps, leur NFT est de partager ces objets avec leur réseau, avec le grand public, ou de garder ces objets privés. Donc, en gros, on peut créer une fiche objet, des images, gérer ses informations d'achat, stocker sa facture, ses certificats. Donc, on était en quelque sorte une plateforme d'inventaire avec toute une composante sociale qui permet de partager ou non ces objets avec un certain nombre de personnes. Donc, on est sur une plateforme, c'est du Web 2, du Web traditionnel, accessible par navigateur, téléphone ou ordinateur de bureau. Donc, on compte déjà une communauté de plus de 10 000 inscrits et plus de 200 000 objets en ligne. Donc, c'est très varié. Ça va des œuvres d'art aux monnaies antiques en passant par les fossiles et les minéraux. Donc, on est sur une solution qu'on commercialise en mode SaaS, en freemium, c'est-à-dire qu'on propose des abonnements à nos membres qui leur permettent d'accéder à plus ou moins de fonctionnalités. Donc, ça va de 100 € par mois, de 0 € par mois dans notre version gratuite à 120 € par mois pour les comptes professionnels. Et du coup, on s'adresse aussi bien donc, à des artistes, à des galeristes, à des musées, à des collectionneurs privés, à tout acteur qui a des besoins d'inventorier sa collection. Donc, cette aventure a débuté il y a quelques temps à présent, donc, où j'étais accompagné par Julien Quentin à côté à l'époque. Je vais laisser raconter brièvement comment tout ça est né. Eh bien, Collect Online est né il y a maintenant un peu plus de 5 ans. En gros, Loïc et moi nous sommes rencontrés à l'école d'ingénieurs. On partage une amitié depuis. Loïc, en tant que grand collectionneur, avait un besoin d'outillage et donc on a décidé tous les deux en fait de créer Collect Online. À la base, c'était un programme que nous faisions le soir et week-end et puis le nombre de collectionneurs a grandi. Au final, on a décidé de se lancer, de créer une société là-dessus. On est des passionnés de crypto-monnaies tous les deux. Donc, on a investi très, très, très tôt dans Decentraland, qui est pour l'instant l'un des métaverses les plus à la mode. Et donc, on a décidé de fonder notre galerie à la base. Et puis maintenant, on a fait notre Métamol, donc qu'on vous présentera un peu plus. Ouais. Donc, pour enchaîner, du coup, on est parti d'une activité Web 2 vers une activité qu'on qualifie de Web 3 en développant, donc, comme Julien l'a dit, une activité dans le métaverse. Donc, le métaverse, c'est un concept à la mode, c'est un concept d'univers virtuel ouvert et persistant dans lequel on va pouvoir se promener avec un avatar. C'est quelque chose qui a été démocratisé, mis sur le devant de la scène par Facebook fin 2021 lorsqu'ils se sont renommés en Meta. Mais nous, à cette époque, en réalité, on avait déjà notre galerie qui était déjà ouverte. On développait dessus depuis 6 mois environ.
Et on était sur une solution Decentraland qu'on connaissait donc depuis 4 ans environ. Donc, c'est un sujet qui nous interpelle, qu'on connaît et sur lequel on travaille depuis un certain temps maintenant. Et du coup, notre idée derrière, quand on a commencé à s'intéresser à ce concept de métaverse, c'était de proposer une expérience un petit peu nouvelle à nos utilisateurs en passant d'une galerie 2D à une galerie entièrement en 3D où on pourrait se promener avec un petit personnage. Donc, la différence fondamentale avec un site web, ça va être de pouvoir voir les autres visiteurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer ce côté animation, ce côté événement. Et c'est ça qui nous a mené à développer ce concept. Donc, nous, notre vision du métaverse, c'est actuellement, on est sur un métaverse. Les métaverses sont multiples. On est sur le métaverse de Decentraland, mais on ne veut pas être agnostique, on ne veut pas être dépendant à un métaverse. C'est-à-dire qu'on est en train de développer une activité transverse, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à d'autres métaverses comme CryptoVoxel, comme The Sandbox. On est en train d'acheter des terrains, de faire de la veille technologique, de construire des solutions. Et on veut vraiment se positionner en tant que solution masse, si je peux me permettre l'acronyme, donc Metaverse à ce service. Donc, en fait, on veut devenir un véritable facilitateur d'accès au Metaverse en permettant donc aux grandes marques, à tous les acteurs de l'art, de la collection, mais également du luxe, de la mode, du retail, d'avoir une porte d'accès dans le Metaverse. Donc, plus que de la galerie en ligne, en réalité, le Metaverse permet de créer de l'événementiel. Et c'est là vraiment toute la nouveauté parce qu'on va passer d'un site web traditionnel statique à quelque chose où on va pouvoir créer de l'événement, on va pouvoir personnaliser des scènes, choisir la musique, mettre en place des vidéos. Donc, on va pouvoir créer vraiment tout type d'événements. C'est des choses qu'on a déjà fait. On a déjà réalisé 3 événements. On a réalisé une vente pour un artiste international, Karl Lagas. On a réalisé également un vernissage il y a une quinzaine de jours. On a présenté les collections d'une dizaine d'artistes. Et on a également réalisé un event corporate privé pour une grosse société événementielle mondiale. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous passer une courte vidéo d'1 minute 30, histoire que vous puissiez mettre des images sur ce que je vous raconte. Et là, en fait, c'est un projet qui a été mené, juste pour expliquer brièvement le contexte. Donc, on a fait partie du comité éditorial de 20 Minutes, qui est un ouvrage collaboratif réalisé via une communauté de personnes qui ont acheté des machines à écrire sous forme de NFT. En fait, tout propriétaire de machine à écrire pouvait participer à ce comité éditorial. Donc, j'en faisais partie. Et on a fait un petit projet avec des membres. Donc, ce n'était pas sous l'égide de 20 minutes, où on a mis en scène un certain nombre de machines. On a besoin de moyens, de financement. Nous, notre but, c'est vraiment donc de pouvoir nous positionner sur plein de métaverses différents. Donc, on est en train de réaliser une levée de fonds d'1,2 million en ce moment. Donc, pour moitié composée de dettes et d'obligations convertibles, et l'autre moitié donc en investissement, soit de business angel, soit de fonds d'investissement early stage, soit via la campagne de financement collaborative Krypton. Et je reviendrai dessus. Est-ce qu'on pourrait revenir une petite minute en arrière parce que le son de la vidéo était un petit peu trop fort. Du coup, on n'a pas pu entendre
un petit peu l'explication sur le projet 20 minutes, ou très rapidement en tout D'accord. cas. Ok, bah, pour revenir sur le projet 20 minutes, donc en fait, le projet 20 minutes, c'était un projet qui était porté par 20 minutes. L'idée, c'était de créer une série de 999 machines à écrire qui ont été commercialisées à hauteur de 250 € environ. Grâce au montant levé, en fait, ils ont financé un magazine qui a été dédié au Web3 et chaque personne qui possédait une machine à écrire pouvait faire partie du comité éditorial. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai participé à la rédaction de certains termes comme Web3, KYC, Metaverse, qui ont été repris dans le journal. Et dans le cadre de la rédaction de ce journal, il y a un petit projet qui a été lancé avec d'autres membres. Donc là, c'était vraiment un projet personnel d'autres personnes qui étaient dans ce comité éditorial. On s'est dit, bah, tiens, on va réunir une dizaine de machines à écrire dans une galerie pour montrer le concept et montrer comment fonctionne notre solution et faire un contenu un petit peu sympa pour promouvoir ce projet. Donc voilà, on a pu développer vraiment une passerelle entre un site web normal, donc le Web 2 et le Web 3, et en l'espace de quelques clics, on a vraiment pu recréer cette exposition virtuelle et rassembler tout le monde très rapidement. Ouais. Et c'est un point où j'ai pas accentué, mais notre plateforme permet de gérer des objets de collection traditionnels, mais également des NFT. Ça, c'est une véritable révolution parce que les collectionneurs de NFT, c'est vraiment une passion qui est naissante. C'est les collectionneurs de demain. Ouais, c'est les collectionneurs de demain et peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura tous une multitude de NFT sous une multitude de formes, vidéos, sonores, des images, de la 3D. Et notre plateforme a pour but de sortir les NFT des marketplaces et de leur donner un usage en pouvant les partager très facilement. Donc concrètement, quelqu'un vient chez nous, peut lier son wallet, importer sa collection de NFT en quelques clics et la diffuser dans un métaverse. Donc on permet de faire des choses sans assistance d'un développeur 3D, sans développeur métaverse. En quelques clics, on arrive à diffuser tout type de contenu, NFT ou non, dans le métaverse. C'est ça. Et on a une petite question de Jean Duchesne qui nous dit, en fait, il aimerait bien comprendre l'intérêt pour les artistes, justement, d'avoir une galerie dans le métaverse. Et je pense que c'est le bon moment d'y répondre parce qu'on parle de notre métamole, de la structure de notre bâtiment et de ce qu'on a réussi à créer. Donc, si on peut un petit peu expliquer. L'intérêt, en fait, c'est de toucher une autre cible et de toucher d'autres personnes. Si je prends l'exemple de Collect Online, on a actuellement 50 000 visiteurs uniques sur notre site. Mais dans notre métaverse, sur Decentraland, on a déjà 200 visiteurs uniques quotidiens. Et quand on fait des événements, on a dépassé les 2000 événements. Donc, on est déjà à 10 000 visiteurs uniques rien que grâce à notre galerie et notre métamall dans le métaverse. Alors que la population qui utilise ces métaverses est encore très réduite, il faut voir ça comme un nouveau lieu de croissance, d'exposition pour toucher des gens sur toute la planète. C'est ça. Et il n'y a pas que les artistes, on a aussi des musiciens qui viennent faire des concerts en live ou en préenregistré. On a des installations d'art, on a un collectionneur qui a des très beaux objets de collection, qui a envie de les mettre en avant et de voir sa collection en 3D, en 3 dimensions d'une nouvelle manière, peut le faire aussi. Donc, Et même le monde du luxe ou de la mode s'y intéresse beaucoup parce que le luxe, on a besoin de garantir la rareté, l'unicité d'un objet qui a de la valeur. La technologie NFT permet de le faire de façon très sûre. Et si je prends le cadre de la mode, demain, si les avatars deviennent en quelque sorte une nouvelle identité visuelle digitale, on comprend tout de suite l'intérêt pour les grandes marques de créer un sac, un chapeau, un t-shirt aux couleurs de leur marque et de pouvoir le commercialiser de façon digitale, voire de façon digitale et de façon physique. On a vu des initiatives de grandes marques faire les deux en même temps. On achète l'objet physique, on a le NFT ou vice-versa. Donc, en fait, on vient un petit peu casser cette barrière entre le monde physique et le monde digital grâce à ce concept de métaverse et de NFT. Et tous les secteurs peuvent être intéressés. Donc là, on peut passer sur la partie financement. Donc sur la partie financement, là, je vais passer un petit peu la main à Laurent qui va vous expliquer en gros comment on va utiliser ce financement. Alors, effectivement, comment on va utiliser ce financement? Comme vous l'expliquez, en fait, Loïc, actuellement, nous sommes positionnés sur Decentraland, donc c'est le métaverse sur lequel nous avons construit donc, nos différents bâtiments. L'objectif, effectivement, va être de devenir un multi-métaverse, c'est-à-dire une plateforme qui va permettre à nos utilisateurs, à nos clients, de pouvoir choisir dans quel
type de métaverse, ils vont vouloir venir s'exposer, ils vont vouloir venir organiser leur event. Et donc, actuellement, moi, je suis surtout en charge de découvrir un petit peu tous ces nouveaux mondes qui sont en train d'apparaître. Certains sont déjà opérationnels, d'autres sont en cours de construction. Et donc, notre objectif, effectivement, avec cette première levée de fonds, va être tout simplement de faire l'acquisition de différents terrains pour nous permettre de dupliquer le modèle existant de Decentraland. Donc ça, c'est déjà l'un des premiers points. Et puis, le deuxième point pour nous au niveau de cette levée de fonds, ça va être d'étoffer tout simplement les équipes, c'est-à-dire entre les compétences techniques que possède Laetitia, mais qui, hélas, n'est pas clonable. Là, on a essayé, ça ne fonctionne pas très bien. Eh bien, on va essayer effectivement de venir étoffer les équipes techniques d'architectes 3D. On va venir aussi étoffer toute la partie marketing, commerciale, puisqu'on a besoin de faire connaître notre solution à tout à chacun, puisque moi qui suis un vieux de la veille, j'imagine que n'importe quelle entreprise voudra un jour ou l'autre faire l'expérience du métaverse, que ce soit par le biais d'un event, que ce soit par le biais d'une exposition. Et donc, l'objectif pour nous va être de faire connaître, aussi bien sur toute la partie réseau, mais aussi sur la partie physique, nos compétences et les solutions que l'on peut éventuellement apporter dessus. Voilà en résumé le pourquoi effectivement de cette levée de fonds. Ouais, bah du coup, maintenant, on va se pencher un peu plus donc, sur la partie Krypton. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on allait chercher une enveloppe d'environ 600 000 € auprès de business angels et de fonds d'investissement plutôt early stage. Mais pour accéder à ce type de financement, en fait, un business angel, en fait, ça va être des tickets à 20 ou 30 000 € minimum, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'accessible pour le grand public. Nous, on avait déjà une communauté, des gens qu'on connaît. En fait, on a cherché une solution qui nous permettrait d'intégrer d'autres personnes qui ont envie de nous soutenir d'une manière un petit peu différente. Donc là, en fait, on a trouvé Krypton, qui est un partenaire avec qui on souhaite aller chercher à minimum 100 000 €. Donc, c'est la fourchette basse. Et ce qui est super intéressant dans les campagnes de financement réalisées avec Krypton, c'est qu'en fait, quelqu'un va pouvoir devenir actionnaire va pouvoir participer à la campagne de financement à partir de 1 €. Donc, le terme actionnaire, je le retire parce qu'en réalité, quand on passe par Krypton, ce qui est nouveau pour eux, c'est qu'en gros, Krypton vient créer une holding qui possède des parts de la société. Et en fait, ces parts de société seront tokenisées, c'est-à-dire que vous pourrez acheter des fragments d'actions de la société Colec Online. Donc, les avantages de faire ceci sont multiples. Donc, ça permet déjà de rentrer au capital de notre société à partir de 1 € uniquement, par simple carte bancaire ou par un virement SEPA, sans paperasse, en quelques clics. Donc, il faut s'imaginer que quand on fait un tour d'investissement auprès de fonds d'investissement ou de BA, normalement, c'est une procédure qui est assez longue. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Il y a des contraintes juridiques qui sont assez importantes. Et en fait, grâce à cette solution, ça nous permet de rendre notre capital donc accessible au grand public. Donc, et l'autre intérêt de passer par une plateforme comme Krypton, c'est derrière, en fait, il y a un jeton. Donc, nos jetons, ça va être les Coon, C-O-O-N, pour Colec Online. Et du coup, il y a un marché secondaire qui est créé. Donc, il faut s'imaginer que quand on investit dans une start-up, normalement, il y a un horizon de sortie qui sera à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, lors d'une entrée en bourse ou lors d'un rachat. Donc, on est sur des horizons de sortie qui sont quand même relativement longs. Et du coup, grâce à Krypton, il y a un marché secondaire sur lequel on pourra également, si on le souhaite, pouvoir se séparer donc, de ces actifs. Donc, Krypton vient en quelque sorte rendre liquide un marché qui habituellement ne l'est pas vraiment. Et Krypton vient également, du coup, coter un marché qui n'est pas coté normalement. Donc, la campagne de Krypton est en cours actuellement. Elle se termine le 12 juillet. Du coup, on vous a mis un QR code qui permet d'accéder à la campagne qui est en cours. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou sinon on va pouvoir peut-être passer. Juste bien faire la différence entre, c'est pas de la crypto, c'est bien des jetons. Ah oui. Oui. Ça, c'est important parce qu'on nous pose vraiment souvent la question. C'est une question importante. C'est en fait Krypton. On pourrait penser que c'est un investissement en crypto-monnaie. Donc là, en réalité, c'est bien un investissement qui est ouvert aux résidents européens en euros. Et en fait, le nom Krypton vient un peu de leur historique parce qu'on est sur une solution qui permet de tokeniser des actifs. Et le point que je n'ai pas précisé quand même,
où c'est novateur, Crypton, c'est la première société donc, qui a l'habilitation de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, pour réaliser ce type d'action. Donc, on est sur quelque chose qui est parfaitement encadré, légal. Il y a un tampon de l'AMF sur ce procédé. Parfait. J'ai une petite question de Jean Duchesne. Bon, là, on est un petit peu en dehors de la partie de la campagne, mais est-ce que ce sont les artistes qui payent dans votre business model, peintres, sculpteurs, musiciens, modistes, ou bien est-ce gratuit pour eux et vous vous rémunérez sur un pourcentage des ventes générées? Pour l'instant, on est sur un modèle, pour l'instant, non, notre modèle actuellement, on est sur un modèle sans prise de commission. Donc, nous, on met à disposition des galeries de différentes tailles, donc à partir de 120 € par mois, et avec des prix qui peuvent monter si on veut de la personnalisation, si on veut faire intervenir Laetitia, notre architecte 3D. Donc, c'est des prix. Donc, on est sur du SaaS classique, donc sur de l'abonnement mensuel. Sans prise de commission. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'être partenaire et relais de croissance des artistes ou des galeries. Donc l'objet qui sera exposé chez nous, le lien, par exemple, va rediriger vers votre propre site si vous en avez un, par exemple, et nous, on ne prend pas de commission dessus. Et donc, pour l'instant, on ne loue pas vraiment des emplacements. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par emplacement virtuel, mais on est sur de la galerie virtuelle au sein de notre structure, de notre écosystème qu'on a appelé aujourd'hui le MetaMall. Donc, ouais. Oui, et pour compléter ce que vient de dire Laetitia, donc on a déjà quelque chose qui est opérationnel pour louer les galeries chez nous, mais c'est un sujet qui est en cours de développement. C'est quelqu'un qui posséderait un terrain virtuel aujourd'hui sur des Decentraland et demain sur un autre métaverse. On est en mesure de l'accompagner pour déployer notre technologie sur d'autres métaverses. Donc demain, quelqu'un qui souhaiterait acheter ses propres terrains, on pourra l'accompagner de l'acte d'achat jusqu'à la modélisation de sa galerie et au déploiement de notre solution qui permet de charger de façon dynamique et automatique ses œuvres sans aucune connaissance dans les technologies 3D ou les développements dans le métaverse. C'est ça, on a quelques questions par rapport à nos chiffres d'affaires et nos revenus. Ouais, comment un petit peu on peut expliquer le chiffre d'affaires, donc on a actuellement du revenu de notre activité historique. Donc on est sur un MRR actuel d'environ 1 000 € par mois, donc sur la location d'inventaire ou la publicité. Donc ça, c'est l'activité de gestion d'inventaire historique. Et sur notre activité métaverse, on est autour de 4 000 € de revenus récurrents. Donc, on est en gros à 5 000 € de revenus récurrents actuellement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de traction, on a énormément de beaux devis en cours avec des grands noms, des grandes marques, parce que tout le monde parle de métaverse, mais personne ne sait comment faire. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui sont encore sur le papier, donc avec des très belles idées, mais nous, on a déjà une solution qui est opérationnelle et commercialisable. Donc, on est sur une activité en très forte croissance. Et de toute façon, c'est un univers qui est récent, c'est-à-dire que des sociétés qui faisaient du chiffre d'affaires dans le métaverse en 2021, il y en avait quasiment pas, ou ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc, on est vraiment sur un marché qui est totalement nouveau. Et même si ces montants peuvent sembler assez dérisoires, il y a extrêmement peu de sociétés qui font déjà du chiffre d'affaires dans ce type d'univers. Je suis en train d'interroger un petit peu tout le monde, savoir s'il y a d'autres questions. Ouais. Après, on est sur des marchés qui sont sur une très, très forte croissance. Donc, il faut s'imaginer que dans les métaverses, il y a environ peut-être 5 millions de visiteurs mensuels sur l'ensemble des métaverses actuels. Et il y a des prévisions, si on reprend Citigroup, par exemple, qui annonce qu'en 2030, il y aura peut-être 5 milliards de visiteurs, entre 1 et 5 milliards de visiteurs par mois. C'est-à-dire que demain, on sera sur notre navigateur web et on passera d'un site traditionnel à un métaverse. Donc, métaverse, il faut bien le dissocier. Ce n'est pas un casque de réalité virtuelle, c'est bien un environnement en 3D ouvert, accessible. Donc, on passera peut-être sans vraiment s'en rendre compte d'un univers 2D à un univers 3D. Donc, on est sur un marché qui est en pleine croissance et voilà. L'avenir nous dira si ces prévisions se réalisent, mais on parle d'un marché déjà à plusieurs centaines, milliers de milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 à 10 ans. J'ai une question de Stéphane. Comptez-vous à terme prendre une commission sur les ventes comme Drouot ou Christie's le font sur leur plateforme?
Bah, ça, c'est un modèle où on ne peut pas vous cacher qu'on se pose la question. Ce n'est pas dans notre roadmap à court terme et moyen terme. Il y a des pour, il y a des contre. C'est-à-dire, quand on est un petit artiste avec peu de revenus, ça peut être intéressant de partir plutôt sur une commission afin d'éviter des revenus mensuels d'une galerie si jamais on ne vend pas ses œuvres. Donc, il y a un curseur à trouver en fonction de la personne avec qui on est en partenariat. Pour l'instant, on est sur un revenu de location. C'est comme si on faisait un petit peu du foncier, mais de façon virtuelle. Donc, nous, on a un terrain, on a des locaux qu'on peut personnaliser, qu'on loue. Ouais. Ce n'est pas un choix qui est encore définitivement acté à ce niveau. On a encore une autre question d'Héloïse qui dit « À 2-3 ans, comment voyez-vous la répartition de votre chiffre d'affaires entre la solution d'inventaire et du coup nos nouvelles prestations et services dans le métaverse ?» En réalité, notre solution d'inventaire actuelle est en train de devenir une sorte, j'allais dire presque de back-office. C'est-à-dire c'est le lieu où on va pouvoir gérer ces inventaires, ces collections, quel que soit leur type, que ce soit même des collections finalement de luxe, de mode, retail, art, collection, et qui, une fois ces objets digitalisés présents chez nous, on leur offre la porte à différentes galeries, voire peut-être demain à des boutiques. Donc, on est sur une activité qui est quand même résolument tournée vers le métaverse. Donc là, actuellement, on est sur 20% sur l'activité historique, 80% sur l'activité dite Web3, métaverse NFT. On pense que ces pourcentages vont rester sensiblement identiques. Nous, notre force niveau R&D, veille technologique, on est sur ces nouvelles technologies. Par contre, on ne va pas délaisser cette partie inventaire parce que c'est vraiment le socle qui nous permet d'avoir développé cet outil, cette passerelle vers le métaverse. Okay. Est-ce que nous avons encore d'autres questions? Alors, pouvez-vous me dire s'il y a des concurrents prestataires de services dans les métaverses? On est sur une activité qui est vraiment naissante. Donc, des concurrents, je pense qu'il y a pas, voilà, il y a des projets qui se lancent. Là, il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée actuellement. Donc, il y a des barrières technologiques où il faut se former sur les technologies. Il y a des barrières financières, c'est-à-dire que les terrains dans les métaverses actuels les plus développés, que ce soit de Sandbox ou des Decentraland, coûtent cher. Donc, nous, on a la chance, l'opportunité d'avoir ces terrains dessus. Il y a des sociétés qui sont en train de se lancer, mais il n'y en a pas énormément. Donc, chacun a pour l'instant sa vision. Il y a tout à faire. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se créer dans l'événementiel, dans la galerie, dans la publicité, dans l'accessibilité. On est vraiment sur quelque chose qui se développe. Là, actuellement, il n'y a pas encore d'acteurs majeurs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de petites startups. On est sur des premiers tours d'investissement à quelques millions d'euros, mais on est sur des. Il y a aucune boîte qui a réellement de la maturité sur ces sujets. Donc, il faut bien dissocier en fait les créateurs de métaverse, qui sont Decentraland et de Sandbox, des sociétés comme nous qui viennent développer une activité sur un métaverse existant. Donc, nous, on n'a pas la prétention de créer notre propre métaverse. Nous, on va sur un métaverse comme Decentraland parce qu'il nous donne accès à la boîte à outils qui nous permet de développer tout ce qu'on a envie d'y développer. On a une petite question de Julien Lefort qui dit « Avez-vous déjà des partenaires métavers pour des visiteurs comme Madame Michu qui n'a pas de wallet, pas de crypto, qui n'a pas d'ordi avec une carte graphique et qui ne souhaite pas télécharger de logiciels complexes ?» Tout à fait. C'est une bonne question. Ouais. On a un partenaire d'accès métaverse, un facilitateur d'accès qui peut, dans le cadre d'un événement où on a envie de se connecter de façon très simple par un simple lien, on est capable de fournir une solution clé en main, donc un pack événement corporate, par exemple, dans lequel on va pouvoir fournir à l'ensemble des collaborateurs un simple lien d'accès grâce à notre partenaire qui aura virtualiser un certain nombre de sessions. Et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de carte graphique, il n'y a pas besoin d'un ordinateur puissant. Donc, un sujet qui peut être bloquant pour des personnes qui ne sont pas forcément assez bien équipées. On a des solutions également pour rendre les choses très fluides et très limpides.
Dans le même esprit, c'est pour ça aussi qu'on se développe sur plusieurs métaverses. Par exemple, CryptoVoxel ou Sandbox demandent des machines beaucoup moins complexes. Donc, si par exemple une marque souhaite faire son événement, mais souhaite atteindre un public beaucoup plus large, on va le rediriger plutôt vers tel ou tel métaverse. Là, on est justement en train de réaliser 2 POC sur The Sandbox et sur CryptoVoxel. On espère qu'ils seront d'ailleurs finis cette année. Et on est ouvert à d'autres, justement, métaverses. On est en train de travailler, justement, en collaboration peut-être avec The Nemesis. C'était Metaverse GT. Metaverse GT. On est en collaboration pour qu'un métaverse, en fait, correspond plus ou moins à une clientèle ou même plusieurs clientèles. En tout cas, notre plateforme est vraiment Metaverse as a Service. Vous souhaitez faire un événement, vous souhaitez faire une exposition, on peut vous orienter, vous diriger vers tel ou tel métaverse et vous aider à la créer. Ok. Autre petite question là, ce coup-ci, qui est plutôt liée au monde de l'art. Comment s'assurer et se protéger pour que les objets d'art dans le métaverse où nous pourrons exposer, consulter, acheter et vendre ne soient pas des fakes? Le côté certification, c'est un grand sujet, donc il faut prendre conscience que, en gros, qu'est-ce qui garantit, c'est un petit peu technique, c'est des choses qu'on va apprendre à vivre avec, on va finir par comprendre comment ça fonctionne, mais en fait, pour garantir qu'un NFT est original, en fait, il faut voir à partir de où il est créé. Donc, en réalité, son identité sur le Web3, sur le métaverse, est portée par ce qu'on appelle son wallet. Et en gros, chaque NFT qu'on va créer, qu'un artiste va créer, on va pouvoir le lier à son wallet, qui est en résumé son identité numérique. Donc, à partir du moment où on a fait le lien entre ce wallet et l'artiste, donc par des grandes plateformes, des grands réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, permettent maintenant de définir en avatar un NFT. Ça paraît anecdotique, mais en fait, derrière, ça ne l'est pas du tout parce que ça permet de lier donc un wallet à un avatar, à un profil, à une communauté. Donc, ça permet quoi? Ça permet de garantir que son NFT a bien été émis par tel artiste. Ça semble un petit peu compliqué, mais si on fait le parallèle avec la vraie vie, quelqu'un qui va acheter une montre de luxe, si on ne connaît pas les codes, on va acheter une copie sans s'en rendre compte. Pour un NFT, c'est facile. Une fois qu'on connaît les codes, en réalité, c'est plus facile parce qu'en fait, demain, on aura certainement des plateformes qui vont permettre en quelques clics de vous dire ce NFT est sûr ou ce NFT n'est pas sûr. C'est juste qu'on est sur des prémices, il y a des choses qui vont se développer. Quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de contrôle, ça peut paraître complexe, mais demain, c'est quelque chose qui deviendra tout à fait naturel et très simple pour tout à chacun. Il y a Binance qui travaille justement sur du KYC qui est lié à un wallet. Donc, ça veut dire que des acteurs comme Binance pourront vous certifier que tel wallet appartient bien à telle personne. En revenant aussi sur les séminaires. Ok, alors donc justement Stéphane qui nous posait cette question a bien compris pour la partie œuvres NFT. Quid des œuvres physiques détenues chez les particuliers, galeristes ou musées? Lier une œuvre physique à un NFT, c'est un sujet qui est un petit peu complexe encore, c'est ce qu'on appelle de la digitalisation. Donc, c'est des choses qui commencent à se faire. C'est-à-dire que pour ce faire, en fait, il y a différentes techniques qui sont en train de les développer, que ce soit par des puces ou par ce genre d'objets. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lier un objet par une puce, par un code, par une marque à un objet physique. Et c'est là où il y a des choses qui sont en train de se mettre en place parce que le NFT n'est pas l'œuvre dans ce cas-là. Il faut voir le NFT comme un simple certificat digital qui va porter toutes les informations de l'objet. Donc, l'idée, il faut voir ce NFT comme une version améliorée finalement d'une facture, d'un certificat d'authenticité ou d'un titre de propriété qui suivra son œuvre physique. Donc, on peut très bien s'imaginer, même demain, en changeant de secteur, qu'on achètera sa télévision qui sera fournie avec son certificat NFT, qui portera toutes les références, qui portera les infos de garantie. Et du coup, ça sera plus simple de revendre sa télévision parce qu'on aura le NFT, on aura toute la traçabilité. Donc, il faut voir que l'intérêt d'un NFT, c'est de porter, il a deux composantes, il est censé être immuable et il est censé être transmissible. Et du coup, voilà, ce côté, le NFT va permettre de révolutionner tout le monde de la traçabilité et de la certification. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce qu'on pourrait pucer les œuvres? Il faudra passer chez les vétos alors. Là, je pense que c'est toute une blague.
Bah, il y aura certainement des organismes quand même avec pignon sur rue qui devront Qui vont trouver lier un à un système. moment donné une œuvre à son NFT, ou peut-être qu'il y aura des principes avec des photos très haute résolution, Un QR code. de la enfin, QR je sais code pas. ou de la photogrammétrie qui permettront de modéliser les œuvres en 3D. Donc là, on parle de nouveaux usages. Mais à partir du moment où sur une œuvre unique, ancienne, on arrive à faire des clichés de très très haute qualité, on peut déjà apporter un niveau de sécurité assez important à ce type de certification. Mais on est dans du projet, du projet à part. Donc demain, nous, on prévoit Coleconon de devenir un jour une plateforme qui va permettre de créer ses propres NFT. Mais ce concept de digitalisation, c'est un sujet qui est très, très, très complexe. Et il y a pas mal de sociétés qui sont en train d'y travailler actuellement. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant. Je pense qu'on a touché un peu à tous les sujets. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, donc le replay, on va pouvoir le diffuser. Donc, si vous connaissez des personnes qui auraient souhaité suivre l'événement, donc on va communiquer sur ce replay prochainement. Voilà. N'hésitez pas non plus avec le replay à poser sur les réseaux sociaux le maximum de questions. On essaiera aussi d'y répondre individuellement sur les sujets de prédilection de chacun. Voilà. Et puis, de toute façon, on reste effectivement à votre disposition. On est plutôt réactif sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser la moindre question. Sur Discord. Twitter, Discord, les Facebook, les LinkedIn. C'est ça. Voilà, on est quasiment partout. Donc, n'hésitez surtout pas, que ce soit, on va dire, de minuit à minuit, 24 heures sur 24. Okay. Il n'y a pas d'heure sur mes métaverses, c'est normal. C'est ça. Ok. Bon, en tous les cas, je suis en train de regarder en même temps. Si je ne vois pas d'autres. Comment faire pour vous contacter? Tout simplement, comme je disais, les réseaux. Vous avez aussi la boîte mail contact@coleconline.com. Mais on va dire que quasiment, quel que soit le canal que vous choisirez, vous aurez une réponse au moins dans les heures qui vont suivre. Ça, si vous appelez peut-être vers 4 heures du matin, là, on fait un petit dodo. Mais grosso modo, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, effectivement, avec la campagne Krypton, à poser le maximum de questions. Si vous avez la moindre interrogation, le moindre problème technique, vous n'hésitez pas à nous faire toutes les remontées d'informations, quelles qu'elles soient. Et on va vous laisser quelques liens dans les commentaires pour nous. Je crois que c'est ce que. J'ai mis un petit peu Twitter, j'ai mis Discord. Les liens ont déjà été postés par Laetitia, donc n'hésitez pas. Merci à tous. On vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Merci. Ciao.